Donc là, on avait souhaité faire un panel pour montrer un peu comment on peut dialoguer entre ce qui se passe côté France et puis côté Québec. Comme le disait gentiment Herman, effectivement, j'ai passé une année absolument magnifique à l'Institut Paoli Calmette avec Sandrine de Montgolfier, et j'avais aussi la chance de pouvoir voir Muriel de façon régulière. On a eu la chance de pouvoir travailler ensemble sur Parole en Co. Et puis bien sûr, Julie, qui a eu un financement par l'Institut national de cancérologie en France, pour voir aussi comment on pourrait implanter un modèle comme celui-là dans différents types d'établissements en France. Donc on a un peu réfléchi ensemble sur les particularités de ce qui se passait en France et voir de quelle manière on pouvait aussi les partager avec vous, et puis que ça puisse aussi vous donner quelques idées. Et donc, on commence avec le travail qui est fait dans le cadre de la chaire en démocratie sanitaire qui est sous la responsabilité, démocratie en santé et engagement des personnes concernées par le cancer, qui est sous la responsabilité de Sandrine de Montgolfier. Et dans le cadre donc de ces activités, au sein de la chaire, elle a proposé donc de créer le collectif Codemo, qu'elles vont nous présenter et qui est une source d'inspiration tout à fait intéressante pour nous. Voilà, je vous laisse la parole toutes les deux. Merci beaucoup. Je vais démarrer. Donc, je suis Sandrine et je suis accompagnée de Muriel et on va essayer de vous présenter ce collectif. Mais d'abord, je voulais vous redéfinir un peu. Vous êtes habitués maintenant des chaires de recherche. Puisque vous avez bien sûr celle où Marie-Pascale œuvre avec vous. Donc, on a un dispositif un peu similaire ici en France, avec cette chaire, on va appeler plus simplement DémoCan. Donc, je suis au sein d'une équipe de recherche, d'un institut de recherche, enfin, de l'INSERM, et je suis financée majoritairement par l'Institut national du cancer. Dans cette chaire de recherche, on m'avait demandé évidemment de développer des travaux autour de cette question, de l'engagement des personnes concernées par le cancer et de la manière dont on les implique à la fois dans le soin, dans les institutions et dans la recherche. Et j'avais trouvé important d'assez vite trouver un espace où on pourrait se retrouver à travers les projets de recherche entre personnes concernées. Alors, je crois que c'est un peu ce que vous faites vous aujourd'hui. Vous vous retrouvez pour discuter des projets, pour les croiser et pour identifier un petit peu la suite et les perspectives. Et donc, grâce à tous mes collaborateurs et collaboratrices partenaires de la chaire, pensé un espace. Donc, on va essayer de vous le présenter avec Muriel. Alors, il faut que je passe les slides. Donc, l'idée du collectif a été initiée en novembre 2023 et on a eu des élections très rapidement qui ont été organisées en mars 2024. Alors, je vais laisser Muriel continuer, si tu le souhaites, Muriel, Oui, bien sûr, oui. la suite un peu de comment fonctionne ce collectif. Alors, merci, merci pour cette invitation. Donc, moi, je suis patiente partenaire. J'interviens dans plusieurs champs du partenariat et tout particulièrement la recherche dans le cadre de DémoCan. Donc, la naissance, c'est tout de suite après le lancement de la chaire en novembre 2023. On a rapidement créé une université d'automne et le collectif des personnes concernées qui étaient présentes à cette université a décidé de se structurer autour d'un comité de pilotage qu'on a nommé Codemo. Donc, en mars 2024, donc très rapidement après, on a fait des élections de 4 personnes qui sont des personnes qui sont issues des populations concernées par le cancer. Peu importe leur formation, on a à la fois des personnes formées ou pas formées, quelle que soit leur appartenance à une association ou pas. En tout cas, elles sont concernées par le cancer et elles représentent les personnes qui sont des amis proches de la chaire des MOCAN. Donc, les élections ont eu lieu au mois de mars. Il y a 4 représentants. Le mandat est renouvelé tous les 9 mois et pour un mandat maximum de 18 mois. Alors, l'idée, c'est de soutenir l'équipe de recherche, de dynamiser les projets. On a à la fois des actions de coordination, des actions de conseil et de veille sur des projets qui sont en cours ou sur des projets qui sont à venir. Et avec des axes, mais toujours avec la toile de fond, c'est la volonté d'impulser l'implication des personnes qui sont concernées dans les recherches, qui sont portées par la chaire.
Donc, les différents axes, vous le voyez sur ce document. Il y a dans l'organisation, donc nous, là, le Codemo, on accompagne les chercheurs dans l'organisation d'événements, par exemple. Dans l'axe de la valorisation, quand il s'agit de participer à des colloques, valoriser des résultats. Donc, comme aujourd'hui également, on va participer à ce colloque. Et puis, dans l'axe de la recherche, bien sûr, alors on apporte notre regard et notre participation souvent directe dans la co-construction des sujets et des projets qui sont en cours. Tu peux changer de diapo, s'il te plaît. Alors, l'objectif, c'est de soutenir la chaire, bien sûr, des MOCAN, mais c'est aussi d'assurer la pertinence de l'intégration des patients partenaires, chaque fois et autant que possible dans les projets de recherche. On fait le lien entre le collectif et les chercheurs, le collectif des personnes concernées et les chercheurs, et on tente d'apporter une visibilité des travaux de la chaire auprès des citoyens et des personnes concernées. Et puis, c'est aussi de participer, comme aujourd'hui, donc sur les aspects de communication et de valorisation. Alors, les missions du collectif actuel, en plus de tout ce que je viens de vous dire, actuellement, c'est aussi d'aider à construire le partenariat, mais dès le montage du projet, c'est-à-dire le plus en amont possible des projets, comment on peut, nous, intervenir dans la co-construction des projets, de suivre des projets de recherche pour assurer la place des personnes concernées, et puis avec une volonté d'avoir un partenariat équitable, c'est vraiment ce qui est recherché. On a aussi pour mission d'accompagner l'évaluation de la démarche participative. Donc, comment on crée des indicateurs et comment on crée cette évaluation, d'accompagner l'élaboration d'une formation sur le partenariat patient-recherche et de proposer et de faciliter l'accès à des ressources, donc de pouvoir centraliser des outils qui soient destinés à renforcer les compétences de chacun des membres. Et pour finir, alors actuellement, l'évaluation du collectif, ce serait essentiellement sur ces 3 axes-là. Ce serait ouvrir la communication, à la fois d'étendre notre communication de la newsletter aux professionnels, et puis d'étendre la communication via nos réseaux sociaux, nous les patients du Codemo et les autres patients et patients partenaires. Le deuxième axe, ce serait l'organisation et la coordination. Donc, on a le projet donc, de créer un annuaire de la chaire, donc avec bien sûr l'accord de tous les membres de la chaire pour partager leurs coordonnées. Créer une charte, alors ça, pour ce collectif, c'est une charte qui a vu le jour et qu'on a pu finaliser récemment. Et puis, tenter d'avoir plus d'autonomie au niveau du collectif. Donc ça, c'est aussi dans un projet actuel. Et là, on essaye aussi d'avoir une volonté, et là, je remercie aussi Sandrine, parce qu'il y a une volonté vraiment de valoriser notre engagement. Donc, il est question de mettre en place une indemnisation pour le partenariat et pour notre contribution. Donc, en France, il y a toute la spécificité du statut du patient, notamment invalide, et des droits et des limites des droits qui permettent pas que cette indemnisation souvent soit possible. Donc, bon, ça, on en peut en reparler. Et puis, dans cette volonté de valoriser notre engagement, il est aussi proposé de rédiger une lettre de recommandation pour valoriser notre contribution au sein de la chaire des MOCAN. Merci beaucoup, hein, c'est vraiment excessivement intéressant là d'avoir ce groupe qui est en bus axé recherche. Mais j'aurais peut-être une première question pour vous. Là, de quelle manière vous mobilisez aussi le groupe pour la réalisation ensuite des interventions et la réalisation concrète finalement sur le terrain de la capacité d'introduire ces innovations, hein. Alors, c'est une très bonne question et je pense que je vais y répondre en 2 temps. Je vais peut-être dire quelques mots maintenant, mais ma présentation suivante va peut-être essayer d'éclairer aussi quelques points, puisque je vais vous parler d'une intervention qui justement peut-être a pu à la fois mobiliser bien sûr des partenaires, personnes concernées, mais aussi faire quelques allers-retours avec le Codemo pour poser des questions spécifiques, et je vous poserai également cette question spécifique à vous présents dans cette salle aujourd'hui pour éclairer nos problématiques qu'on a sur le terrain avec quelques problématiques d'intervention. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment, je dirais que quand bien sûr que comme tout le monde, hein, quand on rédige un projet de recherche, on essaye voilà, d'aller interroger tous les acteurs qui pourraient être partenaires de ce projet. Et en général, ce qui se passe, c'est que grâce à Codemo, on peut suffisamment tôt venir leur présenter le projet et leur demander en fait si la méthode ou la manière
que l'on a d'intégrer les patients leur semble pertinent dans ce projet. Et donc là, il y a une attention qui est vraiment forte de ces acteurs à nous titiller un peu et à nous remettre en cause si jamais justement ce partenariat ne leur semble pas ajusté. Donc vous verrez là dans le projet ce que je vais vous présenter. Je dirais qu'il nous titille aussi, une fois que le projet a été effectivement financé, lors de la mise en œuvre, l'idée c'est de revenir vers eux, de leur dire voilà, on en est là et on essaye de faire ça, mais on a des soucis, on n'y arrive pas, qu'est-ce que vous nous conseillez? Donc c'est vraiment un aller-retour tout au long du projet qui peut être très riche et enrichissant pour en fait, nous pousser dans nos retranchements et nous aider surtout, nous, chercheurs, qui parfois oublions, même si on est convaincus, oublions de les faire participer, d'avoir à cœur vraiment de rester au plus proche des personnes concernées dans nos projets d'intervention. Et si je peux rajouter, si tu peux me permettre, Sandrine, il y a cet aller-retour entre nous quatre, le Codemo et l'équipe de chercheurs, mais nous aussi, on fait un aller-retour avec les autres membres des personnes concernées qui peuvent aussi avoir un avis et un éclairage important et pertinent. Donc, c'est vraiment des allers-retours un petit peu, nous, on est un petit peu le maillon au milieu de tout ce monde-là. Et on a des réunions régulièrement toutes les quatre de Conivomo avec l'équipe de chercheurs tous les mois pour justement faire le point sur les projets et puis voir un petit peu effectivement quel éclairage on peut apporter. Et puis il y a un autre espace, c'est l'université d'automne, dont tu as suggéré le nom. Donc chaque année, on a un moment, un événement qui rassemble normalement le maximum des personnes concernées qui souhaitent venir, et les professionnels, les acteurs institutionnels. Et là, il y a des projets qui sont présentés. On travaille beaucoup en atelier. L'idée est justement de nous stimuler par des questions-réponses. Voilà, nous, on vient avec nos questions et ce collectif nous aide à construire des réponses, des projets, des hypothèses en fait pour essayer d'améliorer nos dispositifs. Super. Moi, j'aimerais vous entendre toutes les deux parce que quand même, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble dans le cadre de la chaire, mais aussi plus largement dans tous les projets. Comment vous réagissez à ce mode d'organisation par rapport à la manière dont on travaille nous? Comment ça veut... enfin, peut-être que vous pourriez témoigner de comment vous travaillez, puis aussi comment ça pourrait être aussi intéressant de s'inspirer de ce modèle. Personnellement, je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Je trouve ça vraiment très pertinent d'avoir Je trouve que ça permet, excusez, je cherche mes mots aujourd'hui, c'est un peu problématique. Je trouve que ça rend la recherche plus pertinente par rapport aux patients et ses besoins, vraiment. Ça permet, souvent les équipes de recherche ont des idées magnifiques, mais si on en parle aux patients concernés, peut-être que finalement, c'était peut-être pas tout à fait ça. Donc, je trouve que ça amène une pertinence encore plus importante, puis aussi une implication plus terrain. J'ai révisé des demandes de fonds de recherche récemment. Puis, oui, il y avait des patients partenaires impliqués, mais des patients partenaires où tu te disais, est-ce qu'ils ont juste coché la case pour avoir une petite lettre d'intention ou si vraiment ils sont impliqués? Donc, je trouve que ça permet aussi de légitimer trop compliqué ce mot-là, ce matin. Bref, ça permet d'avoir une meilleure vue sur le terrain des besoins réels, en effet. Bien, bravo. Je trouve ça très enrichissant, et surtout l'implication approfondie des patientes partenaires, des patientes accompagnatrices et puis tout ça. Vous semblez avoir une très belle organisation. Je suis certaine que vous n'êtes pas arrivé à la perfection instantanément. Non, Sandrine, non. Instantanément, mais ça nous prouve que c'est possible. C'est possible d'avoir des bonnes organisations et la voix des patientes partenaires, patientes accompagnatrices et des patientes en recherche aussi. Alors, bravo. Avez-vous eu des enjeux tout particulièrement difficiles ou c'était quand même relativement assez, je ne veux pas dire facile, mais le plus gros enjeu que vous avez eu? Il y a d'autres en avoir. Si, il y en a plein. Quand on a démarré, on ne connaissait pas le rythme qu'on voulait donner à ce collectif en termes de rencontres. Donc ça, c'est vrai que ça a posé problème, je dirais. On a tâtonné au départ pour savoir comment trouver ce rythme. Là, j'avoue que ce rythme une fois par mois est déjà pas mal.
C'est-à-dire que ça nous aide nous oblige quelque part à créer cet échange parce que souvent ils nous disaient mais vous êtes trop loin, on ne sait pas trop ce que vous faites dans vos bureaux. Euh, donc je trouve que là c'est déjà un peu mieux. Mais je suis sûre que Muriel a encore plein d'idées et de points à améliorer. Surtout que son mandat s'arrête bientôt, Muriel, et donc elle va pouvoir faire un bilan et nous dire voilà, ce qu'elle aurait aimé qu'on développe ou ce qu'elle aimerait qu'il se développe dans le futur. Moi, ce que je peux juste apporter, c'est qu'effectivement, quand on a une chercheuse, souvent, ou un chercheur qui nous présente son projet, il n'a pas forcément d'idée préconçue de comment il va pouvoir travailler, quelle collaboration le patient va pouvoir lui apporter. Et donc, voilà, souvent, on fait un petit peu une information sur nous, quel peut être notre regard et comment on peut co-construire ensemble. C'est vraiment pour eux une découverte souvent. Et ça, c'est enrichissant en même temps. Oui, ça marche. Je voudrais faire un petit clin d'œil au travail qu'a fait Catherine Villelmy donc au CHUS, donc au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Et parce elle a vraiment participé avec un chercheur aussi à la création d'un comité de recherche en cancérologie et qui était en charge de relire aussi toutes les demandes qui étaient en lien avec la cancérologie pour s'assurer que toutes les dimensions qui sont pertinentes pour les patients sont bien prises en considération tout au long, donc à la fois du protocole mais aussi tout au long du projet. Donc, c'est au niveau d'une chaire, comment un modèle comme celui-là peut atterrir. Donc, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Et il y a un papier qui était sorti aussi de cette expérience-là, qui est absolument remarquable. Donc, c'est à lire. Donc là, peut-être qu'on pourrait repasser à ton deuxième exemple, Sandrine, qui est le projet SOSPP. Qui est un projet qui est vraiment dans la lignée de Parole Onco, mais qui est sur un cancer assez complexe et rare, et qui, lui, justement, amène donc des particularités dans sa manière d'être réalisé. Et puis, tu vas nous présenter un peu les particularités et les leçons apprises. Lors de votre séminaire, c'est vraiment très apprécié parce qu'on vous doit beaucoup, puisque le projet Proof n'existerait pas sans Parole Onco. Donc, c'est chouette de pouvoir revenir vers vous et de vous présenter ce qu'on a fait à ce jour et où on en est. Donc, c'est moi qui présente, mais c'est un projet vraiment collectif et participatif. Et il y a deux personnes particulièrement investies dans le projet. Donc, il y a elle qui est connectée, donc qui pourra aussi contribuer s'il y a des questions ou compléter à la fin. Et puis Laurie Pense, qui est patiente partenaire, qui n'a malheureusement pas pu se libérer pour intervenir aujourd'hui avec nous. Donc, Proof, ça veut dire la recherche Parole Onco France. Et donc, l'idée de ce projet, en fait, est née grâce à Marie-Pascale, qui a beaucoup de réseaux aussi en France et qui a réussi à mobiliser une communauté pour essayer, en fait, de réfléchir à transférer, je dirais, Parole Onco Québec vers la France. Donc, je ne sais pas si les chiffres qu'on a mis là pour Parole Onco au Québec sont encore vrais, puisque je pense que vous continuez de vous étendre et ça se poursuit encore. Mais en fait, l'idée, c'était de capitaliser sur le succès de ce qui a été fait au Québec, sur les outils et la dynamique qui a été mise en place pour transférer ce modèle en France, le déployer dans différents services d'oncologie et l'évaluer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, vous voyez, après ce qu'a présenté Sandrine et Muriel, il y a quand même une dynamique autour du partenariat patient et au développement de la pérédance en oncologie, mais c'est encore pas réellement structuré ni évalué. Et donc, ce qu'on a proposé à l'INCa, en fait, dans l'appel à projet, c'est de s'appuyer sur le modèle de Parole Onco Québec et de l'adapter au contexte français en fonction de notre organisation de soins, en fonction de notre culture, en fonction des pratiques des professionnels, des parcours et des attentes des patients, et d'évaluer les effets de la pérédance dans les services français. Donc, on est parti d'emblée avec 4 établissements et 10 services. Et donc, c'est vrai que c'était finalement assez ambitieux parce qu'on est sur des établissements et des services qui sont quand même assez différents.
Pour vous expliquer, donc on a dans les établissements des centres hospitaliers universitaires, donc l'équivalent du CHUM à Lyon et à Paris. On a également un établissement qui est privé, donc un centre de lutte contre le cancer qui s'appelle le Centre Léon Bérard. Donc il y a un fonctionnement et des modalités d'organisation qui diffèrent aussi des centres hospitaliers universitaires. Et puis on a également un centre hospitalier dédié à la santé mentale. Donc, c'est le GHU psychiatrie et neurosciences, avec une spécificité dans ce centre hospitalier qui est de en fait mettre en place la pérédance en oncologie, spécialement pour les patients qui sont atteints de problématiques de santé mentale, de troubles psychiatriques, puisqu'on sait que malheureusement ces patients ont un accès aux soins somatiques qui est moins bon, avec des délais de prise en charge plus importants et des parcours de soins qui sont plus complexes. Et donc, il y a déjà des pères aidants en santé mentale. Et là, en fait, on va travailler avec un père aidant qui a une double expérience de parcours de soins en santé mentale et en oncologie pour accompagner les patients qui sont suivis au GHU en psychiatrie et qui font face à un cancer. Donc, on part sur 4 établissements, 10 services, avec un projet qui a été soutenu par l'INCa et qui vise à construire un modèle de père aidance qui soit adapté aux services, aux besoins et aux pratiques des patients et des professionnels dans les différents services participants, et ensuite de le mettre en place et de décrire comment est-ce qu'il se met en œuvre dans les pratiques, comprendre les facteurs qui favorisent ou qui limitent la mise en œuvre de la père aidance, et puis explorer les effets de la père aidance à la fois chez les patients accompagnés, chez les patients accompagnateurs et chez les professionnels et les équipes de soins. Et puis on a un objectif aussi qui est d'étudier ce qu'on appelle la transférabilité du modèle de père aidance. Donc c'est d'étudier en fait à la fois les différences et les similarités entre le modèle québécois et le modèle qui sera mis en œuvre en France, et comparer les effets observés entre les deux territoires. Donc, on est parti sur une étude de type recherche-action participative. Donc, on a 2 grandes étapes à notre étude. La première étape qu'on a terminée à ce jour, qui est de co-construire le modèle. Donc, on est parti sur une approche où on travaille avec les personnes concernées, patients, pères aidants et professionnels des services, pour développer le modèle. Et ensuite, on le met en œuvre dans les services pour évaluer les effets. Et donc, la première partie, elle visait vraiment à co-construire, donc à embarquer toutes les équipes et les futurs pères aidants dans la définition de ce qui allait être mis en œuvre. Donc, on s'est appuyé sur la littérature scientifique et sur l'expérience de Parole Onco, mais on a organisé dans chaque service participant 4 ateliers qui ont été co-animés par un chercheur ou une chercheuse plutôt santé publique ou sciences humaines et sociales, et un patient partenaire co-chercheur du projet. Et on a regroupé des professionnels, des patients et des pères aidants des différents services pour travailler en 4 étapes. La première était l'identification des besoins, donc notamment pour chaque parcours, à quel moment la père aidance pouvait être intéressante pour les patients, comment est-ce qu'elle pouvait s'articuler avec les différentes étapes du parcours. Ensuite, on a travaillé sur les missions du père aidant, les modalités de supervision dans l'équipe, les ressources nécessaires, comment est-ce qu'on allait vraiment adapter aux contraintes locales dans le service, et mettre en œuvre la père aidance. Donc au total, on a fait 24 ateliers qui ont réuni 69 participants. Donc, vous voyez ici, avec des profils variés, 46 professionnels de santé qui se sont libérés, qui ont assisté aux 4 ateliers. Donc ça, c'était chouette parce que ça a vraiment permis de mobiliser les équipes et de les motiver pour travailler avec les patients accompagnateurs. Il y a même eu des membres de direction d'hôpitaux, des cadres, des managers qui ont assisté aux ateliers, et 15 futurs patients accompagnateurs. Et donc, on a travaillé avec des outils que Yael et Laurie ont développés pour expliciter les besoins, les craintes, définir quels étaient
l'accompagnement nécessaire pour l'équipe et les patients accompagnateurs. Ensuite, on a créé un parcours type, comment on présente le patient accompagnateur aux patients qui sont suivis dans les services, à quel moment il y a une première rencontre, comment est-ce qu'on inclut dans l'étude aussi, parce qu'on a cet enjeu d'évaluation. Et quel est le lien entre le patient accompagnateur et l'équipe. Et puis, on a créé une feuille de route de la paire aidance pour chaque service avec les modalités de mise en œuvre, la formation qui va être proposée aux patients, l'accompagnement, etc. Et donc, ça nous a permis dans chaque service de voir quelles étaient les spécificités. Et là, au niveau, je ne vais pas vous le détailler, rassurez-vous, mais au niveau de la recherche, ça nous a permis de vraiment conceptualiser tout notre programme de paire aidance en définissant quelles sont les ressources nécessaires pour mettre en œuvre la paire aidance, les activités de préparation, d'accompagnement à déployer pour aider les équipes et les patients accompagnateurs, les modalités d'accompagnement qui étaient mises en œuvre dans les services et puis nos objectifs et nos critères d'évaluation. Et donc ça, c'est très intéressant pour nous pour pouvoir avancer sur la suite du projet et puis pouvoir comparer ce qui se passe entre les différents services et les différences avec aussi ce que vous avez déjà mis en œuvre au niveau de votre programme Parole Onco. Et donc, quelques spécificités de ce qui a été déployé chez nous. Donc, on est sur un accompagnement individuel au sein des parcours dans des services qui ont des fonctionnements assez variés. Il y a à la fois des services d'hospitalisation conventionnels, des services d'hospitalisation de jour, des services médicaux, des services chirurgicaux. On a un service qui est dédié pour les adolescents et les jeunes adultes. Et puis un service, comme je vous le disais, qui est dédié aux patients atteints de pathologies psychiatriques. Et donc, ça fait des programmes qui finalement sont assez variés et on a une importance de l'adaptabilité du programme aux réalités de terrain. On a proposé des formations dans chaque établissement. Ils ont mis en place des formations pour accueillir les pères aidants et leur donner toutes les ressources nécessaires. On a des communautés de pratique qui étaient disponibles dans certains établissements, mais nous, on en a mis une aussi en place au niveau du projet, puisqu'on a pour l'instant environ 14 pères aidants et donc on leur propose des communautés de pratique entre les pères aidants de Parole Onco France. Donc ils se réunissent en visio pour échanger sur la mise en place et leur intégration dans les services. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des patients co-chercheurs également dans le projet qui accompagnent également les pères aidants, les patients accompagnateurs de notre projet. Je suis là, dans le bureau. Et donc, On voilà, y vous va. voyez un peu l'équipe. Et donc, Tu mets tes chaussures? Ah, on t'entend, Sandrine. Dans le projet, on a des profils de participation qui sont très variés. On a des patients partenaires qui travaillent avec nous dès le début, depuis la soumission à l'appel à projet, qui sont donc des co-chercheurs qui nous ont accompagnés pour mettre en place les ateliers, pour développer les outils d'animation des ateliers, pour animer, pour définir nos critères d'évaluation dans le projet. On a également intégré des pères aidants qui sont arrivés pour certains un petit peu après et qui, eux, vont être formés et vont accompagner des patients au cours du projet. On a ensuite des patients suivis dans les services qui ont participé aux ateliers pour nous faire part de leur parcours et de ce qu'ils auraient pu attendre s'ils avaient pu bénéficier de la paire aidance. Et puis, on aura les patients accompagnés. Donc, ça fait qu'on a des profils assez variés de patients qui sont en lien avec le projet. Et on essaye, en fait, de composer pour vraiment être le plus ouvert à la participation de chacun, avec certains enjeux qui sont à noter quand même, parce que c'est un projet qui implique un nombre important de personnes, et donc l'organisation pour euh, intégrer la perspective de chacun, aussi bien les patients co-chercheurs, les patients pères aidants et les équipes de soins, c'est parfois un challenge. Donc on a pas mal de comités différents dans la recherche pour permettre à chacun de participer comme il le souhaite. On a un comité de pilotage au sein duquel il y a 2 patients co-chercheurs qui contribuent.
Il y a un comité participatif où là sont invités tous les membres des équipes et tous les patients co-chercheurs et pairs aidants pour les tenir informés de l'étude et puis échanger avec eux sur la suite du projet. Et les patients partenaires se sont également constitués un comité de patients partenaires co-chercheurs où ils se réunissent également régulièrement pour pouvoir échanger entre eux sur euh, faire des propositions sur le projet, revoir des documents, etc. Et donc, suite à la première phase avec les ateliers et la co-construction, Yael, qui est vraiment très investie dans l'animation du projet, a mis en place une évaluation en fait de la participation des patients co-chercheurs avec des entretiens qui ont été menés auprès des patients qui sont donc impliqués depuis le début du projet pour voir quel était leur ressenti et qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la suite du projet. Donc, ce qui ressort actuellement, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'éléments satisfaisants. Ça ne fait pas beaucoup de points, mais c'est des points très importants sur le fait que les patients co-chercheurs ont été impliqués dès le démarrage du projet, certains avant même qu'on soumette à l'appel à projet. Donc, ils sont là depuis le début, ils ont un vrai sentiment d'appartenance au projet, grâce aux différents comités, ils peuvent participer vraiment à toutes les étapes et à la structuration du projet. Et le fait qu'ils aient pu mettre en place un comité dédié uniquement à eux, aux patients, ça leur permet de se sentir plus à l'aise et de pouvoir vraiment faire des propositions qui émergent spontanément de leur point de vue. Par contre, il y a quelques difficultés, alors qui sont pour certaines déjà connues, mais qui finalement sont quand même toujours présentes et on a du mal à pouvoir les éliminer, c'est la temporalité. En fait, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges de mails. En fait, le projet a pris pas mal de retard et donc ça a été difficile en fait pour certaines personnes qu'il y ait des temps morts, des moments où on a le sentiment qu'on ne peut pas avancer parce qu'on est bloqué par des éléments administratifs ou des conventions. On avait prévu une indemnisation financière aussi pour les patients co-chercheurs et ça a été très 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 compliqué à mettre en place. On a mis des mois, pour pas dire années, pour pouvoir réussir à aboutir. Et donc ça a été vraiment très très compliqué pour tout le monde et donc ça a même été préjudiciable, je pense, à certains moments sur les relations qu'on pouvait avoir au sein de l'équipe projet. C'était assez complexe, mais maintenant que c'est réglé, on espère que ça va être plus simple. Et comme on est beaucoup d'acteurs, parfois c'est un peu difficile pour des personnes qui connaissent pas bien tout le monde de pouvoir voir qui est qui fait quoi en fonction des étapes du projet. Et puis il y a le cadre réglementaire de la recherche qui est assez complexe et et voilà, est assez lourd également. Donc voilà notre retour d'expérience. Donc on essaye d'avoir une implication la plus importante possible des patients. On a les équipes cliniques aussi qui ont été très fortement présentes et donc ça nous permet d'avoir un modèle qui est à la fois conceptualisé au niveau scientifique mais aussi très adapté aux contraintes de terrain. Là, on est en train de le déployer dans les services. Pour l'instant, il y a quelques services qui ont commencé à Lyon, mais progressivement, les autres services vont pouvoir mettre en place également la pérédance. Donc, on espère pouvoir vous présenter des résultats ensuite. Au niveau de l'approche participative, elle est vraiment très importante pour le projet. C'est vraiment son essence même et ça permet de s'assurer que le projet répond vraiment aux besoins des personnes concernées, qu'il est faisable et acceptable aussi pour les patients accompagnateurs. On essaye de valoriser et de reconnaître au maximum la place des patients co-chercheurs, mais on a un cadre qui en France est vraiment complexe pour ça et ne favorise pas, ne facilite pas, je dirais, la recherche en partenariat. Et il y a toujours un enjeu de vraiment adapter la recherche, ce type de recherche, il y a vraiment une recherche-action, on doit être sur le terrain, mais parfois on s'en éloigne et donc c'est toujours être attentif à ne pas se laisser
happés, je dirais, par la complexité de certaines démarches de recherche pour pouvoir toujours être en lien avec les équipes et qu'on puisse aboutir, je dirais, à un changement de pratique pour améliorer les parcours des patients. Et donc là, on est heureuse parce que ça va bientôt arriver. Vraiment, merci, hein, Julie, tu as fait un super beau tour d'horizon, là, puis tu es vraiment revenue à la fois sur la genèse jusqu'à vraiment l'état de la situation actuelle. Est-ce que vous voulez réagir toutes les deux, là, par rapport à comment on l'a vécu, nous, de l'autre côté de l'Atlantique, là, et à partir de vos yeux? Moi, ça sur quoi je vais réagir, tu vas dire, elle parle encore de ça, mais moi, c'est le partage. Comment un projet de recherche du Québec est utilisé en partenariat entre les chercheurs, entre les patients partenaires, pour contribuer à développer, dans ce cas-ci, Parole Onco en France. Il y a eu vraiment beaucoup de collaborations, énormément de rencontres, etc. Moi, je trouve ça fantastique parce que des fois, on a des projets comme ça, mais qui malheureusement restent dans un petit noyau, dans l'institution. Et je trouve qu'on n'est pas assez... Carmen le dit souvent, on est trop petit au Québec. Il faut partager avec tout le monde. Puis ce qui se fait pour un établissement peut se faire pour un autre. Et moi, c'est ça le point central, je trouve qu'il faut retenir, c'est que Parole Onco, c'est pas un modèle qu'on applique tel quel dans peu importe les établissements, peu importe en France, en Suisse ou ailleurs. C'est un tronc commun qu'on peut utiliser pour adapter à chacun des établissements ensuite. Puis ensuite, partager ce qui aurait été proposé dans les différents établissements pour nous améliorer. Donc, moi, je trouve ça fantastique. Les enjeux en France sont un peu les mêmes que nous, ce qu'on a eu ici, évidemment. Mais moi, je te dis bravo, je crois à ça, au partage, puis à la collaboration sans cesse plus grande. Puis je finis avec ça, Marie-Pascale, je sais que je suis en retard, mais une des choses que je trouve super intéressante au Québec qu'on a réussi à faire avec Parole Onco Continuum, merci à Monica, c'est d'avoir mis en place la communauté de pratique de Parole Onco, qui se rencontre environ une fois par mois. Tous les établissements qui sont intéressés y participent et c'est l'endroit fantastique pour partager tous les développements qui sont faits partout dans les établissements et qu'on peut ensuite récupérer dans notre établissement pour l'adapter et arrêter de travailler en silo. Moi, ça, c'est une réussite dont je suis très, très heureuse. Mary Randé a tout dit. Oh, on est comme ça souvent. Non. Je suis la nouvelle, ça fait que quelques années, 3 ans, et je vois le très bon travail que vous avez fait en France. C'est encourageant. Oui, c'est ensemble qu'on va croître dans les différentes étapes que vous partagez avec nous et nous, on puisse partager avec vous. Et c'est tout simplement de grandir de plus en plus et puis de devenir des meilleurs partenaires encore si c'est possible. Pas possible, hein? Non, on est déjà des très bons partenaires. Et moi, ça me met vraiment chaud au cœur depuis les 3 ans que je suis avec le groupe. Comment est-ce que cette année, on parle de plus en plus ou continuellement des partenaires, patientes accompagnatrices et puis tout ça. Or que dans les dernières années, oui, on en parlait, mais là, ça semble être le centre des conversations qu'on a et tous les efforts qui sont faits pour arriver à des grands succès, même si on a déjà des grands succès en ce moment-là. Alors, merci beaucoup. J'ajouterais que de partager comme ça, j'ai vraiment fini après, j'ajouterais que de partager comme ça toutes nos connaissances, nos expériences, ça nous permet de se rappeler pour qui on fait ça ultimement. C'est pas pour l'établissement lui-même, c'est pas pour une équipe en particulier, c'est pour le patient qui est en haut, puis les équipes cliniques, les patients partenaires, les patients accompagnateurs. C'est ça l'objectif ultime, c'est comment mieux servir le patient pour qu'il passe au travers de cette trajectoire qui est si complexe et donc guérir encore mieux.